les petits réglages. Hello, coucou Solène. Ravie de te retrouver là, trop cool. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends? Parce que je viens d'avoir quelques galères avec le son, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Et je vais aussi régler l'exposition. Ok, c'est pas trop fort, pas trop faible, tout va bien? On a des trucs à se raconter, donc ok, top, génial. Alors, donc, bah écoute, je suis ravie de te retrouver là pour te présenter le bouquin que j'ai reçu aux éditions Albin Michel. Vous présenter si vous regardez en replay. Donc ce bouquin-là, le petit guide illustré du TDAH, qui a été écrit par Alice Gendron, qui est aussi sur Instagram la mini coach TDAH, et en anglais The Mini Coach ADHD, je pense. Donc elle a deux comptes différents. Alors on va parler de ça, mais on va pas que parler de ça. Hein. Le but c'est pas de faire que de la pub entre guillemets, même si bon, c'est pas parce que je l'ai reçu que je vais pas donner mon avis honnête sur la question. J'ai pas du tout été payée pour donner mon avis de quoi que ce soit, j'ai juste reçu le bouquin, donc côté transparence, voilà, c'est important de le poser. Et l'idée c'est qu'en fait j'ai beaucoup apprécié ce bouquin et je voulais en parler parce que je trouve que c'est un bouquin hyper pratico-pratique. Mais on va pas parler que de ça, on va aussi parler je pense des sujets qui m'animent en ce moment en rapport avec le trouble de l'attention et ben, d'orga. Donc si jamais t'as envie d'intervenir comme d'hab, n'hésite pas. Et puis je lis le chat, j'ai le chat juste en face. Donc voilà, n'hésite pas. Donc j'ai reçu ce bouquin là, je vais retirer le casque parce que c'est un peu pénible de m'écouter parler. J'ai reçu ce bouquin là la semaine dernière, en fait lundi je crois, et je l'ai lu ce week-end. Donc je vais te lire peut-être le communiqué de presse, je vais vous lire le communiqué de presse, enfin une partie, histoire de fixer tout de suite le décor. Et donc dans un premier temps on va parler du bouquin parce que je sais qu'il y a des gens qui attendaient mon retour sur le bouquin, et on parlera de considérations peut-être un petit peu plus personnelles et d'organisation de manière un petit peu plus personnelle en fin, ou en tout cas en milieu de live, de manière à ce que ceux qui voulaient juste l'avis sur ce bouquin-là puissent avoir l'avis et puissent partir après, soient pas bloqués parce que je dissémine mes trucs en plein milieu. Donc c'est l'idée, enfin on va essayer, après on va voir quelle orientation ça va prendre, parce que tu es bien au courant que souvent on a un chemin différent entre ce qu'on prévoit et l'arrivée, mais enfin on va essayer de rester dans ce créneau-là. Donc pour ceux qui se demandent et qui veulent un avis tout de suite, en fait le bouquin je trouve vaut vachement la peine. Très clairement j'ai déjà conseillé à 3-4 personnes, donc pour moi il vaut le coup. Et il est très pratico-pratique. Je vais vous lire le communiqué de presse. Donc juste une précision, Albin Michel me l'a envoyé non pas pour que je fasse la pub spécifiquement du bouquin. En fait je suis dans une liste de diffusion de relations de presse, et donc j'ai la possibilité de demander quand un ouvrage m'intéresse qu'on me l'envoie. Et donc en fait je suis spammée tous les jours de mails, mais parfois il y a des choses intéressantes, et donc je renvoie un petit mail en disant bah moi ça m'intéresse de le lire et pourquoi pas d'en parler. Donc j'avais reçu un autre bouquin dont j'ai pas encore parlé ici parce que à mon sens il n'était pas si pertinent que ça dans les sujets que je traite, et puis finalement je l'ai même pas continué parce que enfin je l'ai lu une fois quoi, mais je l'ai pas creusé plus que ça parce que finalement il n'y avait pas pour moi d'intérêt. Mais donc l'idée c'est que enfin mon avis reste tout de même objectif, enfin objectif, subjectif, mais ne soit pas influencé par le fait que encore une fois on me l'ait envoyé. Donc le bouquin il a été écrit par une personne qui a été diagnostiquée TDAH à l'âge de 29 ans, donc Alice Gendron. Et alors, je cite le communiqué de presse, il remet les pendules à l'heure, foisonnant de conseils pratiques et très concrets pour surmonter les difficultés quotidiennes. Un aperçu complet et encourageant de la vie avec un TDAH. Bon, après, il y a toute une page de texte que je ne vais pas te lire parce que si tu as envie de la lire, bah, t'iras voir la fiche de librairie du bouquin et tu pourras la lire. Mais en gros, il y a 3 parties. Il y a une partie sur des infos générales sur le trouble de l'attention. Il y a une partie sur comment c'est la journée en fait, d'une personne avec un trouble de l'attention, quels sont les défis, les obstacles qu'elle doit surmonter et comment les surmonter. Et puis il y a toute une 3e partie avec énormément de stratégies et de conseils. Enfin, énormément, il n'y en a pas non plus 40, mais il y a quand même pas mal de stratégies, une bonne dizaine si mes souvenirs sont bons, où on t'explique en fait, en tout cas elle t'explique comment elle a mis en place des choses pour mieux vivre son trouble de l'attention.
Donc de l'auteur, on dit elle a été diagnostiquée à 29 ans. Elle a créé un compte Instagram qui d'ailleurs est pas si vieux que ça, je crois qu'il date de 2021. Pour partager ses questionnements, creuser les sujets et aider les autres à comprendre leurs troubles. Son histoire et son style ont touché un très large public, 78 000 abonnés sur son compte Insta en français et 573 000 sur son compte en anglais. En fait, moi je la suivais sur son compte anglais. Et d'ailleurs, quand ils m'ont envoyé le mail, j'ai pas tout de suite réalisé que c'était cette personne-là. Et peut-être que quand je vais te montrer les illustrations, tu vas reconnaître la personne. C'est une personne que je suivais déjà et je m'en suis rendu compte après avoir reçu le bouquin en fait, parce que les illustrations qu'elle en fait sont extrêmement caractéristiques. Mais moi je la suivais sur le compte anglophone alors qu'elle a un compte francophone. Donc j'ai aussi appris en lisant ce bouquin qu'elle avait un compte francophone finalement. Donc le bouquin il ressemble à ça. Hop, tu vois les petits bonhommes avec les cheveux rouges comme ça c'est... Ouais, c'est hyper caractéristique de l'auteur en fait. Et donc le bouquin il fait 207 pages à lire, mais ça se lit extrêmement vite pour deux raisons. La première c'est que c'est très pratico-pratique et très ludique. Et la deuxième raison c'est que je vais te montrer une page au hasard, par exemple les délais et les échéances. Hop, tu vois en fait, je sais pas comment, voilà. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de dessins et très peu de texte. Donc tu sens que c'est vraiment conçu pour les gens qui ont des troubles de l'attention et qui vont pas lire des pavés à la chaîne, quoi. Il y a vraiment l'essentiel et en fait, ça te permet de sauter d'une idée à l'autre et d'une phrase à l'autre, en fait, un peu... Enfin, tu vois, là, ça, c'est une des pages qui a le plus de texte. En fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas énormément de texte, quoi. Et en fait, ça te permet vraiment de passer d'un petit dessin à l'autre, d'un petit titre à l'autre, et c'est du coup assez ludique à lire, c'est assez facile à lire, ouais, c'est assez cool. Donc, comme tu peux le voir, j'ai mis plein de petits papiers pour me garder les pages, parce qu'il y a plein de pages où j'ai envie de revenir avec vous, avec toi. La première, c'est son explication de ce que c'est que le trouble de l'attention, parce qu'elle l'explique sur quelques pages. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin de prime abord, c'est que là on est en page 15, donc on n'est pas très loin dans le bouquin. Et elle explique déjà qu'en fait, le trouble de l'attention, c'est pas le stéréotype du gosse qui est turbulent à l'école et qui écoute rien et qui court partout. C'est que ça peut aussi être la personne qui est timide et qui reste dans son coin, ça peut aussi être quelqu'un qui n'est pas manifestement agité. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, effectivement, moi, dans ma tête, y a eu des questionnements sur les troubles de l'attention et il y en a encore en ce moment. Et en fait, le truc qu'on me répondait tout le temps, c'était oui, mais en fait non, parce que t'as pas l'air agité. Alors qu'en fait, tu peux avoir une hyperactivité qui est mentale, qui n'est pas donc physiquement là, mais qui est mentale. Et d'ailleurs, même en ayant une hyperactivité mentale, tu peux être un petit peu actif physiquement. Par exemple, moi, tu vois, j'ai une balle près de mon bureau. J'ai une balle que je fais rebondir quand je fais des trucs, tu vois, et je la fais rebondir sur le bureau, et finalement, ça, c'est une manière d'être hyperactif, même si c'est évidemment pas à la hauteur de ceux qui se lèvent tout le temps, qui se rasseyent, qui se relèvent, qui se rasseyent, etc. C'est un mode de mouvement physique. On voit aussi ça maintenant de plus en plus pour les enfants. On met des élastiques sur les barreaux des chaises juste derrière les pieds, et comme ça, ils peuvent... je sais pas, sautiller, j'imagine, sur l'élastique, ou en tout cas jouer avec l'élastique avec leurs pieds, et ça évite d'embêter les autres enfants. Bon, enfin, c'est pour te dire que déjà là, en fait, à la page 15, je trouve qu'elle a été très habile de placer ça là, parce qu'elle t'explique qu'en fait, le trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est pas forcément une hyperactivité qui est physique, ça peut être une hyperactivité qui est mentale, en fait. Et donc, tu fuses d'idées, t'es tout le temps en train de réfléchir à plein de trucs, et voilà. Alors attention, parce que du coup, tu vas me dire, bah oui, mais attends, c'est pas comme ça qu'on te dit que les HPI sont, est-ce que c'est pas un peu redondant, est-ce que... Et effectivement, en fait, et d'ailleurs, par exemple, dans le trouble de l'attention, il y a aussi une composante d'hypersensibilité qui se retrouve, donc c'est des choses qui se marchent dessus, en fait, et c'est là où c'est vraiment compliqué de les diagnostiquer cliniquement, c'est parce que justement, les symptômes peuvent être très communs. Dans le même genre, en fait, certains symptômes de l'autisme et de l'autisme Asperger plus spécifiquement peuvent se retrouver dans le TDAH. Par exemple, l'idée que t'es pas à l'aise en groupe. Tu peux être pas à l'aise en groupe parce que tu sais pas interpréter les réactions des gens, mais tu peux aussi ne pas être à l'aise en groupe parce qu'en fait ça t'insupporte de les écouter parler pendant des longues minutes. Donc tu peux, pour un même symptôme manifeste, avoir différents troubles et différents degrés de perception des éléments en fait qui te mettent dans l'inconfort.
Donc ça, c'est ce que j'ai bien aimé dès le départ, c'est le côté où justement elle démystifie ça en fait en disant bah attendez déjà remettons les choses au clair, il n'y a pas que l'hyper activité physique. Ensuite donc elle explique que le TDAH c'est un trouble du neurodéveloppement, donc ça elle l'explique très simplement, enfin il y a trois phrases, hein. Vraiment c'est hyper facile à lire et à comprendre et en fait il n'y a pas d'embarras de détails et ça j'ai beaucoup aimé aussi parce que franchement j'ai un autre bouquin qui est très bien aussi sur la nutrition et le glucose, dont on a déjà parlé, je crois, Solène. Et pour le coup, elle explique pendant 40 pages ou 50 pages la mécanique de la synthétisation des glucoses. Et en fait, moi, je m'en fous. Quand je lis le bouquin, je le lis pas pour savoir comment on grille les glucoses, quoi. Enfin, le glucose, plutôt. Et après, du coup, elle explique que... ouais, c'est extrêmement synthétique, Solène. C'est quelque chose de très... ben, tu vois, regarde, c'est hyper résumé, quoi. Et en fait, toutes les pages sont un peu comme ça. Alors au début, je pensais que ça allait être un peu trop simpliste du coup, mais ça l'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle se mouille pas trop au niveau des études scientifiques, etc. Elle cite pas trop, enfin sauf si elle les a mis derrière, mais je crois pas. Non. Par exemple, tu vois, là, elle cite un truc. Elle dit l'origine du TDAH est probablement génétique. Si les scientifiques ne sont pas encore sûrs des origines du TDAH, certains spécialistes évoquent une piste génétique. Donc elle se met pas les sources et les trucs comme ça. Elle se mouille pas vraiment là-dedans. C'est peut-être le reproche qu'on pourrait lui faire de pas mettre ses références, etc. et de rester très évasive en disant certains scientifiques, de pas vraiment prendre parti. Mais en même temps, je pense que c'est pas le but du bouquin que de prendre parti. Je pense que le but de son bouquin, c'est vraiment de vulgariser de manière très simple. Et donc le lambda qui va lire son bouquin va pas forcément aller avoir envie d'aller voir les sources ou d'avoir les études, etc. Donc peut-être que c'est un parti pris, j'en sais rien. Ça, c'est vrai qu'on pourrait lui reprocher de pas avoir mis les sources. Mais bon, après, moi, ça m'a pas gêné à la lecture parce que de toute façon, je pense que si ça t'intéresse, en fait, tu vas aller chercher. Donc, tu vois, enfin, moi, ça me dérange pas, ça m'a pas dérangé à la lecture. Après, par contre, ce qui me dérange peut-être un peu plus, c'est qu'elle dit, selon les experts, on a environ 80% de chances d'en hériter. Bah ok, mais quels experts en fait, tu vois, enfin... Là, pour le coup, ça m'embête plus parce que là, elle dit pas selon certains scientifiques, etc. Là, elle t'affirme quand même une vérité absolue, mais sans la sourcer à ma connaissance. Donc encore une fois, je sais pas, peut-être que j'ai loupé la page de source, mais j'ai pas l'impression, non. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait lui dire, bah là, il n'y a pas de source, t'avances des trucs, voilà. Mais bon, après, moi, ça m'a pas dérangé spécifiquement, parce que de toute façon, si t'as envie de trouver la référence, tu vas aller la chercher. Mais voilà. Donc après, elle explique ce qu'est pour elle, ce qu'est, selon son explication, le TDAH. Donc, elle dit que beaucoup de personnes pensent que le TDAH a un lien, pareil ici, beaucoup de personnes, c'est quand même vachement imprécis. Après, encore une fois, c'est pas un livre scientifique, c'est plus un livre de vulgarisation. Donc elle dit, beaucoup de personnes pensent que le TDAH a un lien avec la dopamine, qui est donc un neurotransmetteur, qui joue dans le circuit de la récompense, c'est ce qu'elle dit dans le bouquin. Et pareil, elle dit selon les études, les personnes touchées par le TDAH auraient un taux de dopamine moins élevé. Effectivement, ça recoupe avec un post que j'avais déjà fait avant, j'avais cité moi l'étude en question, où je parlais de la procrastination et du trouble de l'attention. Faudrait aller voir sur Insta, il doit y être dans mon feed quelque part. Pour le coup, j'avais cité l'étude en disant, bah oui, peut-être qu'en fait, le trouble de l'attention, c'est lié à un manque de dopamine, parce que c'est ça qui te fait passer à l'action et qui te motive à avoir une récompense. Et donc, si tu n'as pas suffisamment de dopamine, tu ne peux pas anticiper la satisfaction d'avoir réussi l'action, et donc tu ne peux pas te motiver à passer à l'action. En gros, et en très vulgarisé. Et bah du coup, ça rejoint ce que moi j'avais écrit sur le post, mais pareil, là, il n'y a pas l'étude, il y a juste selon certaines études. Donc après, je pense que si t'es... Enfin, encore une fois, il faut se remettre dans l'idée que le bouquin, c'est un bouquin de vulgarisation, en fait, et pas de sources scientifiques vraiment, quoi. Donc après, pareil, elle donne d'autres pourcentages sur le fait que le TDAH, c'est un cerveau, enfin, ton cerveau, en fait, est différent structurellement parlant. Il n'est pas composé de la même manière que le cerveau de quelqu'un d'autre. Et qu'il y a une vraie différence au niveau de l'imagerie, etc. C'est quelque chose qu'on peut voir physiquement, dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer qu'on a un TDAH, en fait. Parce que si tu fais des images, tu peux le voir qu'il y a une différence.
D'ailleurs, elle explique qu'il y a eu une étude sur le sujet, enfin une expérience, et que les scientifiques ont été capables d'identifier 79,3% des cerveaux TDAH sur tous les TDAH qu'il y avait. Du coup, se pose aussi la question inverse, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de diagnostic ou pas? Mais bon, on n'est pas là pour méta-analyser l'étude, mais tu vois, là c'est pareil, en fait, si on avait envie de méta-analyser l'étude, on n'aurait pas la source qui permettrait de le faire, on devrait aller la chercher. Je vais plus le redire parce que je l'ai dit déjà 4 fois, donc, mais voilà, l'idée c'est, si vous voulez chercher les sources, il faut aller les chercher, quoi, elles sont pas inscrites. Mais alors du coup, bon, après il y a toute une partie sur comment elle s'est fait diagnostiquer. Alors d'abord, les types de TDAH, parce qu'il y en a plusieurs types. Donc il y a 3 types en tout. Il y a le type hyperactif, c'est-à-dire vraiment ceux qui sont tout le temps en train de faire plein de trucs, que ce soit mental ou physique. Il y a le type inattentif, donc ça c'est les gens qui sont tout le temps distraits, qui sont tout le temps en train de louper un truc par inattention, etc. Et puis après, il y a le combiné ou mixte qui mêle un peu les deux. Et en fait, on se rend compte que les adultes, souvent, sont plus diagnostiqués inattentifs qu'impulsifs. Et là-dessus, elle explique que peut-être c'est parce que, justement, on a eu un apprentissage, une éducation qui fait qu'on tient en place, etc., qu'on essaye de se canaliser. Mais qu'en fait, potentiellement, si on creusait, peut-être qu'il y aurait plus de nuances à apporter que ça, en fait, sur le type de TDAH qu'on a. Pour autant, j'ai trouvé ça super cool parce que tu vois, elle a fait des petits dessins. C'est assez clair en fait. Elle a fait des petits dessins dans son bouquin pour t'expliquer les différents types de TDAH. Oups, voilà. Tu vois, donc en fait, ces petits dessins sont assez sympas. Enfin, c'est très son style, hein, les cheveux roses comme ça, dans son compte Instagram, c'est toujours des bonhommes comme ça. Et je trouve que c'est assez synthétique. Et en dessous, t'as juste un petit paragraphe, tu vois. Pareil en fait, donc si tu veux pas lire, en fait tu peux juste regarder le dessin et tu comprends très bien le bouquin sans lire le texte. Et donc en fait elle explique voilà, plein de choses sur le TDAH, sur les mythes qui entourent le TDAH, sur comment on établit un diagnostic, etc. Ce qui est quand même un parcours du combattant et elle le mentionne aussi. Elle mentionne certaines choses importantes de type bah, si on vous dit que vous l'êtes pas mais qu'on n'a pas pris le temps de faire un bilan avec vous, peut-être que y a de quoi prendre un deuxième avis éventuellement. Elle parle aussi de comment c'est dur en fait d'en parler quand on n'est pas trop au courant de ce que c'est et qu'on vient d'avoir le diagnostic et tout ça. Mais très globalement, le bouquin, je trouve qu'il s'adresse plus aux personnes qui cherchent des astuces, qui cherchent... qui viennent peut-être d'avoir un diagnostic et qui savent pas comment vivre avec et tout ça, plus que aux lambda, ou alors aux gens en fait qui ont un entourage, dans leur entourage, quelqu'un de proche qui a un TDAH. Mais pour le coup, je trouve qu'il s'adresse pas vraiment aux lambda qui auraient pas de doute ou qui voudraient juste s'instruire ou quoi, parce que il risque d'avoir un effet un peu d'identification à certains des trucs qu'elle mentionne dans le bouquin. Moi-même, je me suis demandé si je m'identifiais aux différents éléments qu'elle donne parce que j'ai un doute depuis des années, ou si je m'identifie aux éléments qu'elle donne parce que c'est des éléments que tout le monde rencontre dans la vie. Par exemple, la fatigue permanente, typiquement. Elle dit, les gens, on croit souvent que les TDAH, ils débordent d'énergie, et en fait, elle donne son expérience, donc ça, à chaque fois, ça se présente comme ça. Donc, voilà. Donc là, t'as la partie avec son expérience, et après, elle explique un peu ce qu'il en est, etc. Et en fait, ben ça, c'est typiquement un symptôme que tout le monde peut rencontrer, la fatigue. C'est quelque chose, n'importe qui pourrait dire, ben moi aussi, je suis fatiguée de manière permanente, quoi. Donc, je pense que c'est plus un bouquin pour les gens qui ont vraiment une curiosité de savoir si, effectivement, il pourrait l'être, et pour amener peut-être des pistes de réflexion, ou pour des gens qui viennent d'avoir un diagnostic. Mais par contre, la partie sur le diagnostic, elle est vraiment très réduite. Vraiment, il y a peut-être 2 pages où elle explique qui diagnostique et comment il diagnostique. Mais c'est très très succinct, et c'est vraiment pas l'objet du bouquin de raconter ça. L'objet du bouquin, c'est plus de donner des pistes d'action sur comment en fait faciliter l'organisation, comment comprendre aussi ce qu'on vit peut-être quand on est dans ces situations-là. Mais pour autant, moi personnellement, et en ayant la connaissance de moi que j'ai, et ben, si vous regardez le replay, vous pouvez aller voir mes podcasts, vous verrez que j'ai quand même pas mal d'astuces, pas mal d'outils d'organisation et tout ça. Et du coup, en fait, moi, j'ai pas appris énormément de choses sur des outils qui peuvent m'aider à m'organiser. Par contre,
c'est un chouette raccourci et je pense que si j'avais dû écrire un bouquin sur l'organisation, j'aurais peut-être écrit un truc dans le genre parce que en fait toutes les astuces qu'elle donne sont des astuces extrêmement pratico-pratiques. Si je reviens sur les post-it que j'ai collés, par exemple, elle parle d'empiler les habitudes. Ça, c'est un truc que je fais, moi, de manière très instinctive depuis des années. Un exemple, c'est t'attends que tes pâtes cuisent, tu ranges le lave-vaisselle. Typiquement, c'est comme ça que je fonctionne. Ou alors, mon café coule, je range le lave-vaisselle, quoi. Ou alors, c'est aussi à ce moment-là, je range le lave-vaisselle et j'étends ma lessive. Typiquement, j'ai des habitudes comme ça qui sont couplées avec d'autres habitudes. Et je sais que si je le fais pas à ce moment-là, je le ferai pas. Donc, je les empile de cette manière-là, en fait. Pareil, je vais voir mon courrier quand je sors de chez moi. Enfin, typiquement, je sors jamais de ma maison pour aller voir mon courrier si je sors pas quelque part. Je couple comme ça les éléments. Après, évidemment, ça marche pour tout le monde. Bien sûr qu'il faut pas être TDAH forcément pour que ça fonctionne. Et il y a plein d'outils comme ça, plein de ces stratégies qui fonctionnent pour tout le monde, bien entendu, et qui du coup peuvent être utiles pour tout le monde, qu'on soit TDAH ou qu'on le soit pas. Mais je pense que l'idée, c'était de faciliter l'organisation des TDAH en particulier. Et pour le coup, je me suis rendu compte que toutes les habitudes qu'elle propose, moi, clairement, je souscris, quoi. Enfin, il y a peu de choses que je fais pas, en fait. Donc, empiler les habitudes, ça, c'est un truc hyper concret et hyper applicable. Alors, je vois que tu as mis un message. Est-ce que c'est de l'empilage d'habitude ou l'optimisation du temps ? Ben, en fait, je pense que tout dépend pourquoi tu le fais. Moi, je le fais, tu vois, le truc de la lessive, je le fais pas pour gagner du temps. Je le fais parce que si je le fais pas à ce moment-là, je le ferai pas. Et c'est pas parce que j'ai pas de temps que je le ferai pas. C'est juste parce que je vais l'oublier, je vais passer à autre chose, etc. Et je vais retrouver le lendemain ma lessive qui pue. Tu vois, donc en fait, c'est pour ça que je le fais. C'est pas parce que ça me prend moins de temps que d'attendre devant les pattes. Je pourrais faire autre chose, tu vois. Je pourrais lire un bouquin, je pourrais écouter un podcast, je pourrais... Mais généralement, le temps que je cuis les pâtes, je fais un truc qui m'embête. Très clairement, la lessive, le lave-vaisselle, ce que je veux. Mais je pense que c'est l'intention ici qui marque la nuance. L'intention ici, c'est pas de gagner du temps. L'intention, c'est de se mettre en action. Tu vois, et c'est ça, à mon sens, la direction que prend l'auteur quand elle recommande d'empiler des habitudes. Parce qu'évidemment, tu peux te brosser les dents et laver tes... Non, peut-être pas les toilettes, mais laver ton miroir en te brossant les dents, par exemple, j'en sais rien. Tu peux le faire et effectivement, ça va optimiser ton temps. Mais la question, c'est est-ce que c'est pour optimiser ton temps que tu le fais ou est-ce que c'est pour te motiver à le faire parce que sinon tu le feras pas. Moi, pour le coup, c'est parce que sinon je le ferai pas. J'entends que pour le truc de la boîte aux lettres, effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas de l'optimisation du temps tout simplement et des pas, éventuellement. Oui, très clairement, tu vois. Mais là, pour le coup, c'était plus un exemple d'illustration que réellement un exemple de manque de motivation. Je crois que quand t'attends un colis, t'as de quoi te motiver à aller voir ta boîte aux lettres. Ensuite, elle parle beaucoup aussi de rendre sa vie ludique, de trouver des jeux, de se lancer des défis, des trucs comme ça. Donc ça, c'était super intéressant. Je vais pas te faire toutes les techniques parce que sinon, ce serait un peu dégueu pour l'auteur, quoi. Parce que le but, c'est quand même que les gens achètent son bouquin s'ils sont intéressés par ces techniques, pas que je les lise et que je les laisse sur Internet. Mais elle parle beaucoup de jeux, en fait, et de rendre sa vie amusante et challengeante. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé dans les astuces qu'elle donnait, c'était la stratégie numéro 9 sur le fait de travailler avec des partenaires de travail. Elle appelle ça travailler en tandem. En ce moment, particulièrement, je le fais, mais je l'ai toujours un peu fait. L'idée de rendre des comptes à quelqu'un fait qu'en fait, je suis obligée quelque part de passer à l'action. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je pense qu'on peut donner à tout le monde. Tu vois, un étudiant qui a du mal à se motiver, etc. Effectivement, ça peut être utile de se coupler avec quelqu'un d'autre et de mobiliser ses efforts en même temps, en fait, pour faire les actions. Je pense que ça motive tout le monde, mais encore une fois, c'est pareil, c'est, oui, ok, ça motive tout le monde, mais à quel point ça peut t'aider, toi, si t'as un trouble de l'attention, à passer à l'action, tu vois. Pour le coup, par exemple, là, je suis en train de finir mes épreuves, enfin, là, j'ai fini, il me reste que mon rapport pro pour mon MBA, et en fait, je travaille en même temps qu'une autre, donc en gros... Quand on se met à travailler, on se le signale. Quand on arrête de travailler, on se le signale. Et on se demande où on en est arrivé. Et juste le fait de faire ça fait que, par exemple, tout à l'heure, elle me dit « Ah oui, je vais faire mon rapport pro pour la semaine prochaine, parce que pour cette semaine, ça va être compliqué. » Je dis « Bah moi, je prends le pari, je le fais pour cette semaine. » Et bah, elle est partie pour cette semaine aussi. Et ça te booste, en fait, parce que tu sais que tu vas devoir expliquer à la personne si t'as avancé ou pas.
et comment t'as avancé, et du coup t'essayes de rester on track sur ton travail. Après évidemment, encore une fois, ça peut être utile pour tout le monde. Ensuite, elle parle aussi des étiquettes. Alors ce truc-là m'a fait marrer parce que moi j'étiquette tout. J'ai des tiroirs dans ma cuisine et j'ai utilisé des étiquettes pour les... Enfin, en vrai, c'est pas des étiquettes, c'est du scotch à plainte sur lequel j'écris au marqueur permanent et je le colle sur mon truc. Comme ça, je peux décoller et changer l'étiquette si je change les objets dedans. Mais ça, c'est un truc que je fais beaucoup, moi, et que je fais depuis très longtemps, d'étiqueter les choses. Parce que si j'étiquette pas les choses, je sais pas quelle est la cohérence entre les rangements des choses. Je sais pas si c'est très clair, mais ça me creuse trop la tête, en fait. Et donc là, elle parle d'étiqueter pour que ça prenne pas trop de place dans le cerveau et de savoir où sont rangées les choses. Je sais pas quel est le rapport réel là avec les troubles de l'attention, etc. Mais par contre, c'est vrai que les personnes qui ont des troubles de l'attention sont souvent un peu bordéliques. Et donc potentiellement, peut-être qu'effectivement, ça peut avoir une utilité si on a du mal à rester organisé, à rester ordonné dans son environnement, de mettre des étiquettes, etc. de manière à ce que ça puisse être plus clair et moins fatigant de chercher les choses. Donc elle parle de prendre une étiqueteuse, mais encore une fois, moi j'utilise du scotch à plainte. Je sais pas si tout le monde voit ce que ça peut être du scotch à plainte, donc je vais aller en chercher pour vous montrer. Ah bah voilà, il est là. C'est ça. Donc c'est du scotch en papier en fait. C'est du scotch en papier comme ça. Et on peut écrire dessus avec un marqueur indélébile. Et en fait, le gros intérêt du scotch à plainte, c'est que je crois que ça s'appelle du scotch de peintre aussi. Ça s'achète dans un magasin de bricolage, hein. Ou même sur, vous savez, les grands sites de e-commerce de Monsieur Bezos. Et en fait, ça se déchire, donc c'est assez facile à manipuler, ça se déchire même avec les mains et tout, donc il n'y a pas besoin de chercher des ciseaux, je sais pas quoi, vraiment, c'est pas comme du scotch classique. Où on s'abîme les dents. Là, vraiment, ça se déchire et tout. Et il y en a, alors, de toutes les couleurs, mais je vous conseille le blanc si c'est pour écrire dessus, parce que sinon, ça va être un peu galère. Mais c'est super cool pour étiqueter les choses. Que ce soit les carnets, que ce soit les tiroirs. Après, bon, si vous êtes un peu perfectionniste, je sais pas si les bords déchirés, c'est très esthétique. Moi, ça me va bien, mais après, c'est chacun son truc. Solène, ah ok, oui, c'est pratique, ça se décolle facilement. Exactement, ça se décolle super facilement, ça laisse pas de traces de colle de bizarre, donc c'est assez cool. Pour la peinture aquarelle, je crois que c'est ça qu'on utilise aussi. Oui, c'est possible. Ben, tu sais, c'est vraiment un truc comme ça là que tu mets pour protéger les murs et tout quand tu peins. Donc moi je tape scotch à plainte sur les sites et je trouve, mais après je sais pas si ça peut avoir un... Je crois que c'est du scotch de peintre aussi qu'on dit, ouais. Ouais, je pense que c'est ça l'autre mot. Mais oui, ça doit être la même chose que ton scotch à aquarelle. Après, elle va jusqu'à étiqueter son frigo. Ça, c'est un truc auquel j'ai déjà pensé, mais en fait, j'ai trop souvent des choses différentes dans mon frigo et j'ai un trop petit frigo pour faire ça. Mais ça peut avoir du sens, à mon avis, de mettre des boîtes avec des étiquettes si t'as... Enfin, des boîtes, pas des boîtes avec un couvercle, mais tu sais, des boîtes sans couvercle, quoi, des espèces de plateaux à bord haut, là, pour ranger les trucs dans le frigo éventuellement et pour retrouver facilement. Mais pour le coup, moi, je le fais pas parce que mon frigo est beaucoup trop petit, donc en fait, ça me prendrait la tête que les trucs soient pas à leur place, je pense. Voilà. Ah oui, alors elle parle de charge mentale et du coup, elle donne la corbeille mentale, qui est en fait ce que j'appelle très communément le flot de pensée. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez déjà ce que c'est. C'est l'idée de noter sur une feuille tous les éléments qui te polluent le cerveau. Donc c'est quelque chose qui est très très commun en fait, c'est un outil qui est très très commun. À ceci près qu'elle donne une petite structure sympathique pour identifier ce qui nous stresse, ce qu'on doit faire, les idées qu'on a dans la tête. Et les éléments divers, si c'est compliqué de partir d'une feuille blanche, ça peut être une idée de structurer ces éléments-là. Maintenant, de manière globale, c'est à vous de voir ce qui marche le mieux pour vous. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le partage de ce qu'elle raconte dans son bouquin, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Je crois qu'on pourrait en parler 3 heures. Hein. On pourrait même lire le bouquin pendant 3 heures si on voulait. Mais je sais pas si c'est vraiment l'idée de ce live Twitch.
pense on va s'arrêter là sur le bouquin. Ah, Solène, ok, intéressant, vider son cerveau, ça soulage. Effectivement, ouais, tout à fait, mais c'est l'idée hein, de soulager son cerveau et d'éliminer le plus possible les frictions. Tu vois, là, elle nous fait aussi une page sur les checklists, un outil que je chéris énormément. Elle parle de réduire les frictions le plus possible, c'est-à-dire de se rendre la vie la plus jolie possible. Elle parle d'automatisation, donc, enfin, elle parle de plein de choses comme ça qui sont intéressantes et que, en fait, j'évoque déjà, moi, dans mes podcasts et dans les outils que je propose. Et c'est là où je te dis, en fait, moi, je pense que j'aurais presque pu écrire sa partie astuce, j'aurais pas imaginé quelque chose d'autre, quoi. Donc, quelque part, c'est un bouquin que moi, j'ai adoré, justement, de ce fait-là. Et en même temps, du coup, je l'ai moins adoré parce que le fait qu'elle écrive toutes des choses que moi, je fais déjà, je me suis dit, bah, donc... Ok, ça confirme mon organisation, s'il fallait une confirmation de mon organisation, mais en même temps, du coup, j'ai pas appris grand-chose, et c'est là où je dis, je pense que c'est plus destiné à des personnes qui ne connaissent pas le TDAH, ou à des aidants, ou alors à des gens qui découvrent, en fait, et qui n'ont pas l'habitude forcément de savoir comment ils fonctionnent, et de s'organiser pour produire des choses, etc., parce que pour ceux qui se connaissent déjà et qui ont déjà toutes ces astuces-là, finalement, le bouquin, il est peut-être très pratique, mais... Enfin, je veux dire, ça fait un bon rappel, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, après, les dessins sont sympas, ça c'est cool. Puis ça fait toujours un rappel. Mais voilà, au niveau des stratégies, je sais pas si c'est intéressant. Par contre, un point qui m'a vachement intéressé dans le bouquin, je l'ai pas mis en post-it, c'est dommage. C'est les éléments qui peuvent être problématiques. Et dans ces éléments-là, j'ai eu un peu des surprises. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces pages-là, c'est qu'en fait, elle donne des manifestations des troubles de l'attention dans des situations très très concrètes. Par exemple, oublier de manger. Donc, et elle explique que les gens qui ont un TDAH, ils ont tendance à oublier de manger. Et elle explique donc son expérience, comme tout à l'heure. Son expérience, elle fait un petit dessin sur comment ça peut se passer dans la vraie vie. Et elle explique un peu des conseils pour éviter d'oublier de manger, par exemple. Donc elle dit mettre un post-it, mettre un rappel. Alors moi, il faut savoir que j'ai des rappels pour mes repas de midi. Pas pour mes repas du soir, mais pour tous mes repas de midi. Il y a un rappel dans mon agenda et à midi, j'ai la notification. Parce qu'avant, j'oubliais de manger et donc je me retrouvais à manger à 16h, quoi. Et ça m'a fait marrer parce que c'est des situations que moi, j'ai déjà rencontrées. Il y a aussi des choses que j'ai pas du tout rencontrées. Comme par exemple les courses alimentaires, elle dit que parfois il peut être difficile de se rappeler de quels produits on a besoin. Bah non, moi je fais des listes, donc voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait aussi, elle se contente pas de citer la situation où ça peut être problématique. Elle dit aussi comment on peut avoir trouvé une compensation. C'est-à-dire que par exemple, elle disait les gens, justement, les gens qui font des courses, elle explique, je crois que c'est dans ce truc-là où elle expliquait que elle fait une checklist, ouais, c'est ça. En fait, elle explique les différents domaines de vie où ça peut être problématique et elle explique aussi qu'il est possible qu'on ait développé des compensations pour cet aspect-là. Et que donc, c'est pas parce qu'on est organisé dans le sens où on fait des listes qu'on ne peut pas être porteur d'un trouble de l'attention finalement. Enfin, porteur, ça se dit pas porteur comme ça, puisqu'on est comme ça, mais... Enfin, tu vois l'idée. On ne sait pas parce qu'on, par exemple, t'es organisé et que t'as un calendrier où tout est millimétré, etc., que tu peux pas avoir de trouble de l'attention parce qu'en fait, peut-être que ce truc de s'organiser et tout, c'est une réponse, une compensation au fait d'avoir un trouble de l'attention. Donc ça, c'est super intéressant parce que moi, je l'avais pas du tout vu sous cet angle-là. Et par exemple, un truc que je fais beaucoup, c'est que quand je suis dehors de chez moi, je vérifie systématiquement, je sais pas, toutes les 5 minutes, que j'ai mes clés et mon téléphone dans mon sac. Bon, sauf la fois où je l'ai laissé à la gare, mais normalement, je vérifie. Et en fait, je vérifie, je sais pas pourquoi, enfin, j'ai pas de raison de vérifier parce que j'ai pas forcément ouvert mon sac et tout ça. Juste, je le fais, en fait. Et je le fais beaucoup. Et ça, c'est un truc qu'elle dit, par exemple, dans le bouquin. Elle dit, des fois, en fait, le fait d'avoir peur de perdre un truc, ça peut être révélateur d'un trouble de l'attention, auquel cas, t'as tellement peur de perdre le truc que, en fait, tu regardes tout le temps. Et c'est là où je te disais tout à l'heure, le problème, c'est que
Du coup, comment tu fais la différence entre quelqu'un qui est juste distrait et quelqu'un qui a des troubles de l'attention? Parce que finalement, si on grossit le trait, bah peut-être que tout le monde vérifie un peu dans son sac qu'il a toutes ses affaires. Enfin... Donc c'est quoi le seuil du trop et c'est quoi le seuil du normal finalement par rapport à ça? Ça c'était peut-être un peu moins clair dans le bouquin et ça fait que justement si jamais on n'a pas vraiment de doute sur soi, sur sa condition mentale et tout ça, on risque de penser qu'on a peut-être un trouble de l'attention sans en avoir forcément un et alors qu'il n'y avait pas forcément de problème et de doute au départ. Et c'est là où je sais pas trop du coup si ce serait à conseiller au lambda pour sensibiliser ou quoi, parce que ça pourrait créer en fait des problèmes là où il n'y en a pas vraiment au départ, et c'est souvent le cas en fait des bouquins dans ce type là. Après on peut penser que les gens lambda que ça intéresse pas vraiment vont pas forcément être portés sur ce bouquin. Mais tu vois, moi qui suis un peu entre deux dans le sens où... bah là, pour les gens qui voulaient juste voir mon avis sur le bouquin, on va s'arrêter là. Donc maintenant je vais plus parler de mon expérience perso, comme ça fera une transition parfaite. Donc si jamais vous voulez juste mon avis sur le bouquin en 2 mots, si vous vous posez des questions sur votre éventuel TDAH, si vous savez pas vous organiser, vous avez besoin de trucs et d'astuces pour compenser un TDAH, ou si jamais vous avez des enfants qui ont un TDAH aussi, parce que le bouquin est très très visuel, ça peut être cool. Sinon, à part pour les astuces d'organisation à la fin, je sais pas. Enfin, à vous de voir. Faites comme vous voulez finalement. chacun son truc. Mais moi, je l'ai trouvé très bien et ça se lit en 1h30, un truc comme ça. Et il est annoncé à 19,90 €. Voilà. Donc comme ça, vous avez toutes les infos. Donc ça s'appelle Le petit guide illustré du TDAH de Alice Gendron. Voilà. Maintenant, pour parler plus de mon expérience personnelle. Tu vois, le truc, c'est que je me dis... moi, je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'ai pas eu de diagnostic de TDAH. On m'a déjà parlé plusieurs fois de ça. De me dire que peut-être ce serait intéressant que je voie un psychiatre pour avoir un diagnostic là-dessus. Mais j'ai pas eu de diagnostic clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un psychiatre qui m'a dit... Vous avez un TDAH, il faut prendre rendez-vous, faire un diagnostic, etc. Enfin, c'est un truc, il faut trouver un spécialiste déjà qui a de la place, etc. Le psychologue lambda peut pas le faire. Et le truc, c'est que du coup, tu vois, pour les gens comme moi qui sont entre deux, qui se demandent parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont des difficultés sur certains aspects de leur vie, etc., etc., en fait, c'est extrêmement compliqué, et le bouquin, là-dedans, nourrit la réflexion sans la nourrir parce qu'il apporte du doute aussi. Pour quelqu'un qui est entre deux comme ça, c'est pas évident. Alors moi, personnellement, tout va bien. Ça va, dans ma vie, je gère plutôt bien les difficultés que je peux avoir, j'ai trouvé des astuces, etc., donc ça va. Le truc, c'est que moi, je voudrais me faire diagnostiquer s'il y a lieu, pour surtout des raisons de reconnaissance de droit. Parce que quand tu as ce type de problématique, il y a des choses qui sont plus complexes que pour le lambda. Par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un parle à côté de moi, je peux pas écouter la personne qui me parle. L'autre, il faut qu'il se taise avant. C'est pas possible. J'ai eu le cas, là, il y a 3 jours. Il y a 2 nanas qui causaient derrière et qui racontaient leur vie. J'étais à l'AG d'une association. C'était impossible pour moi de comprendre ce qu'ils se disaient. J'entendais ce que la personne me disait, mais j'arrivais pas à comprendre le discours qu'elle avait, parce que les 2 autres étaient en train de parler de leur repas de midi ou je sais plus quoi, enfin, d'un truc qui avait rien à voir. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça, c'est des situations qui peuvent porter des difficultés au quotidien et entre autres dans un travail. Or, je sais pas en fait si je vais toujours être indépendante et si je vais toujours pouvoir gérer un peu ma vie comme j'ai envie et comme ça se présente et prendre mes dispositions pour être dispo, etc. Et de fait, comme je le sais pas, c'est sûrement pas le jour où je vais devoir reprendre un boulot et où du coup il va y avoir plein de nouveautés déjà dans ma vie, que je vais avoir envie à ce moment-là de commencer à faire des démarches pour savoir si je peux pas être diagnostiquée, truc ou machin. Donc à un moment donné, je pense que c'est important d'anticiper ce genre de truc, et comme je le dis souvent, de toute façon, plus on se connaît, mieux on se sent au fur et à mesure dans la vie. Et du coup, c'est surtout pour ça en fait que moi je voudrais bien savoir si effectivement il y a un truc qui tourne pas rond dans cet ordre-là, ou si je suis juste, voilà, faut que je me concentre et ça va aller quoi. Parce que c'est des difficultés qui ont été récurrentes dans ma vie, et sur des aspects éparses.
Et pourquoi je racontais ça? Oui, parce que du coup, ce bouquin-là, en fait, amène quand même beaucoup de doutes. Et c'est difficile, enfin, il y a des choses qui sont difficiles de distinguer si c'est dû au trouble de l'attention ou si c'est juste le lambda. Je veux dire, la fatigue permanente, on a des vies qui sont quand même stressantes, donc tu peux pas dire que n'importe qui a une fatigue permanente, il a un trouble de l'attention, tu vois. Donc c'est plus sur le nombre de critères que tu vas peut-être rencontrer et sur le nombre de symptômes qu'elle donne dans son bouquin, dont certains sont avérés et d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il y en a où elle dit... certains disent que, mais en fait, elle dit qu'il n'y a pas de preuve ou de discours officiel là-dessus, que c'est juste une récurrence parmi les gens qui ont un trouble de l'attention. Et donc, de ce point de vue-là, tu te dis, oui, mais alors dans ce cas-là, où on va? Par exemple, l'hypersensibilité, je crois que c'est ça qu'elle disait. Elle disait qu'en fait, on se rend compte que les personnes TDAH ont une hypersensibilité, mais c'est pas un symptôme officiel dans le DSM-5. Donc, tu vois, en fait, c'est ça, c'est un peu pas évident, c'est un peu confondant, quoi. Donc, elle dit que... Ouais, c'est ça. Elle dit que les personnes qui ont des troubles de l'attention, bien qu'elles ne figurent pas dans les critères de diagnostic officiel, c'est un trait du TDAH qui est ignoré. Bah oui, mais c'est ignoré, c'est normal, parce que si c'est pas dans le DSM-5, tu peux pas t'amuser à inventer des symptômes, tu vois. Et en même temps, bah du coup, ça pose question, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas capables de gérer leurs émotions, et moi je peux en parler pour le coup, dont beaucoup de personnes qui sont juste pas capables parce qu'elles ont pas appris à le faire, mais qui peuvent arriver à le faire sans trop de problèmes. Et moi, par exemple, je suis pas vraiment concernée par une mauvaise régulation émotionnelle, tu vois. DSM-5, c'est le bouquin des maladies mentales, en fait. Je sais plus c'est quoi les initiales, mais... Attends, je vais essayer de voir si je le retrouve, le truc. Ah non, mais sinon, je vais voir sur Internet. Mais c'est le bouquin, en fait, de diagnostic... Bon, j'espère que je me plante pas, tu me mets le doute, là, mais... Si, c'est ça. Le DSM-5. Donc, le bouquin s'appelle Manuel diagnostic et... diagnostic et statistique des troubles mentaux. Voilà, si jamais il y a une reconversion en cours. Mais donc, ouais, c'est ce bouquin-là, en fait, qui permet aux psychiatres, en l'occurrence, de diagnostiquer des éventuelles problématiques mentales. Donc, c'est un gros bouquin, en fait, comme un code civil ou je sais pas quoi, un truc de loi. Et en fait, ils ont chaque symptôme officiel de chaque maladie mentale. Donc, ils peuvent savoir comme ça, ils peuvent diagnostiquer comme ça, en fait. Et donc dans le DSM-5 figure pas la dysrégulation émotionnelle dont elle parle dans le bouquin. Elle dit que ça peut être une cause mais que c'est pas un critère officiel, mais il est vrai que dans les personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, enfin pareil, c'est extrêmement compliqué de savoir qui ne sait pas gérer ses émotions et qui a une dysrégulation émotionnelle. Parce que finalement, quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions va être traversé par elles et va les ruminer, etc. Quelqu'un qui a une dysrégulation émotionnelle, lui, va ressentir des trucs peut-être plus amplifiés ou au mauvais moment, etc. Mais finalement, quand tu regardes les deux, tu peux pas vraiment savoir ce qui est l'un, ce qui est l'autre. Tu vois, c'est assez compliqué. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de l'Asperger et du TDAH, c'est qu'en fait, l'un et l'autre peuvent ne pas se sentir bien en société, en groupe, etc., peuvent appréhender certaines situations. Pour autant, pour des raisons différentes, en fait, et si ta personne, tu discutes pas avec, tu peux pas le savoir. Et pareil, si tu sais pas quelle question poser, tu peux pas non plus le savoir. Et c'est là où... du coup, c'est compliqué d'avoir un vrai diagnostic parce que, par exemple, moi j'avais consulté une psychiatre pour ça, qui m'avait dit non, vous c'est sûr que c'est pas ça parce que vous me coupez pas la parole. Bah ouais, mais enfin, il n'y a pas que ça en fait, c'est extrêmement réducteur de dire que tous les TDAH de la Terre coupent la parole aux autres. Ne serait-ce que parce que moi, j'ai plutôt tendance à vite interrompre les gens, mais quand je les connais et quand je sais qu'ils savent que c'est pas parce que j'ai pas envie de les écouter. Je veux dire, les inconnus, je vais éviter de leur couper la parole parce que la bienséance et tout ça, quoi. Donc, et puis, en tant que femme, il y a encore plein d'autres choses qu'on camoufle parce que, en fait, on est moins rentre-dedans. Enfin, c'est hyper stéréotypé ce que je suis en train de raconter, mais c'est vrai, statistiquement. Les femmes camouflent beaucoup plus les symptômes d'atypie, etc., que les hommes, pour le coup.
Et je pense que c'est aussi peut-être en partie lié à la confiance en soi et au fait que les femmes, statistiquement toujours, ont moins confiance en elles que les hommes. Pour prendre un exemple de travail, les hommes, quand ils rencontrent à peu près 45% des compétences d'une fiche de poste, ils vont postuler. Les femmes, en général, elles attendent de rencontrer 65 à 70% de la fiche de poste. Donc, on se rend compte qu'en fait, on est en vrai décalage. Aussi peut-être quelque part induit par la société, hein, parce que finalement c'est un secret pour aucune femme sur Terre, je pense qu'on vit dans une société qui est très très orientée sur les hommes et qui est plutôt très masculine, et même dans les codes, etc. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas justement une part de revanche à prendre et d'action à mener en fait pour rétablir un semblant d'équilibre? J'en sais rien, mais dans tous les cas, il est vrai que les femmes camouflent plus. Et donc si les femmes camouflent plus, c'est très réducteur de dire bah vous me coupez pas la parole, donc vous n'êtes pas TDAH. Et d'ailleurs elle le dit dans le bouquin, hein, elle dit bah si vous avez affaire à quelqu'un qui creuse pas réellement, bah prenez un second avis quoi. Et en l'occurrence, elle m'a réorientée vers le centre ressources autisme pour justement avoir un avis d'un expert, puisqu'elle disait que j'avais pas de trouble de l'attention, mais plutôt un syndrome Asperger. Et le gars m'a dit pas du tout, vous avez absolument pas d'autisme, c'est sûr et certain, vous rentrez pas du tout dans les cases. Par contre, les symptômes que vous avez qui pourraient faire penser à de l'autisme, c'est des symptômes qui sont communs avec le trouble de l'attention. Donc je vous réoriente vers un psychiatre qui potentiellement pourra vous diagnostiquer un trouble de l'attention. Mais encore une fois, le problème c'est que, et c'est ce que j'explique quand j'explique que les grilles de lecture c'est problématique quand on en a qu'une, c'est qu'en fait, si je vais voir un psychiatre qui est spécialisé du trouble de l'attention uniquement, bah, il risque de me dire bah oui, effectivement, vous avez des symptômes du trouble de l'attention. Et en fait, il y a les sciences comme ça, les psychologies et tout ça, c'est quand même des sciences qui sont très cliniques, et il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres moyens de diagnostiquer. Et donc ça fait qu'il y a beaucoup de confusion dans les diagnostics, qu'il y a beaucoup de errance. Enfin moi ça fait des années que je suis sur ce truc-là en fait. Ça fait depuis 2019 que je me pose des questions. J'ai commencé par un test psy en 2020 je crois, juste après le premier confinement. Parce que je pensais que j'étais peut-être bête dans un des indices. Donc franchement ça montre un peu le cheminement, tu vois, que tu peux avoir sans trouver de réponse. Donc voilà, pour moi, chez moi, c'est toujours en questionnement. Là, j'ai repris rendez-vous, enfin, j'ai essayé de reprendre rendez-vous. On m'a dit, rappelez en février, on vous donnera un rendez-vous en mai. J'ai dit, youpi, nous sommes au mois d'octobre, c'est super. Mais bon, c'est des choses qui prennent du temps, en fait, et c'est des choses compliquées aussi, parce que c'est des choses qui sont pas connues, en fait, par tout le monde. Et donc, la moindre personne à qui tu vas demander un peu son avis va te répondre à un truc stéréotypé de ouf, quoi. J'ai une nouvelle psy depuis il y a 2 semaines, et en fait quand je lui en ai parlé, elle m'a dit ah mais non, c'est sûr que c'est pas ça, je pense que tout ce que vous venez de me dire avant justifie ça. Ok, bon bah si vous le dites. Mais en fait, sans me poser plus de questions, elle m'a balancé ça. Alors j'ai absolument rien contre elle, et d'autre part on a fait un travail très intéressant et très pertinent. Mais ça me pose question en fait que des gens, sans vraiment prendre la peine d'explorer les pathologies ou les problématiques rencontrées, puissent avoir un avis aussi tranché en fait sur la situation. Et ça c'est quelque chose qui m'interpelle un peu. Alors je vois que tu as répondu, ça doit être méga compliqué à obtenir de la question à sa question, peut-être la réponse à sa question. Merci pour ton bon courage. Mais bon, dans tous les cas, enfin non, tout va bien, hein, moi je le vis bien, quoi, tu vois. Mais je trouve que c'est extrêmement compliqué parce que comme il y a beaucoup de stéréotypes sur le sujet, en fait, les gens entretiennent les stéréotypes, quoi. Donc voilà, et puis en fait, il y a aussi dans la médecine de manière générale, donc pas uniquement dans la psychologie, j'ai aussi l'impression que les médecins sont de plus en plus méfiants par rapport aux patients qui s'interrogent, qui en vont voir sur internet, qui essayent de savoir ce qu'ils ont et tout ça. Ce qui fait que parfois, moi j'ai déjà eu la sensation de devoir mériter, entre guillemets, un diagnostic. C'est-à-dire d'arriver avec des informations factuelles, de dire, ben, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, d'avoir une réponse,
et puis de poser une question par rapport à ce que moi j'avais vu, et de m'entendre dire non mais vous comprenez rien, enfin tu vois, de me faire presque juger en fait, d'avoir voulu me renseigner sur un truc. Et du coup, on en vient un peu à un truc absurde où toi, t'as creusé ton sujet pendant des années, pendant des mois, tu sais quels symptômes tu rencontres et tout et machin, et t'as l'impression de défendre une thèse en fait. Alors que de base, tu devrais plutôt juste être validé ou invalidé dans ton truc, plus que d'avoir à défendre un argumentaire. Et enfin, je veux dire, en théorie, le but ce serait de rechercher si effectivement ça peut être ce que j'amène ou pas, plus que d'être jugé parce que t'as eu l'impression que t'avais tel ou tel truc. Et ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, pour le coup, pas que en santé mentale. Et je trouve ça dommage, en fait, d'être dans une guerre d'ego, tu vois, et où, en fait, c'est à celui qui trouve la réponse plutôt que de vouloir juste trouver une solution à la problématique, quoi. Mais bon, voilà, ça, c'est un autre débat. On est plus là-dedans. C'était pas l'objet du truc à la base. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment la perception, en fait, En fait, c'est un contre-transfert, hein, c'est une réponse à ce que t'amènes toi en tant qu'émotion et en tant que propos et que parole. Et le praticien, le médecin, il répond à ça avec autre chose. Et en fait, il répond parfois dans un débat qui n'est pas le débat de base. Je sais pas si j'avais déjà raconté sur le podcast, mais j'avais un médecin qui m'avait conseillé de faire du sport et à qui j'avais demandé quel sport je pouvais faire avec ma problématique de santé. Et ce médecin m'avait dit, je sais pas, du vélo et tout. Et le vélo, ça fait mal. Ah la piscine, ouais, la piscine c'est quand même à 30 minutes de chez moi, donc si je fais l'aller-retour, j'ai quand même déjà fait 1 heure de marche, est-ce que je vais être capable de nager en plus ? Et finalement, j'avais pas trouvé ni vélo ni piscine. Par contre, en sortant de chez lui, j'ai trouvé un club de sport adapté, donc, dont je parle déjà plein de fois dans un autre podcast. Et à ce club de sport adapté, j'ai fait du sport pendant... j'y suis encore, hein. Maintenant je suis aussi animatrice dans ce club, donc ça m'a vraiment, vraiment plu. Et puis je suis retournée voir ce médecin l'année dernière, parce que j'avais besoin d'autre chose. Et donc je lui explique et je lui dis oui, au fait, la dernière fois, vous vous souvenez, on a parlé d'activité physique et tout ça, et vous savez, on avait parlé de piscine, de vélo, et que c'était compliqué pour moi et tout ça. Figurez-vous, j'ai trouvé un club qui fait du sport adapté. Et là, la médecin, elle a changé de tête et elle m'a dit je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit qu'il fallait bouger, hein. Moi, je disais ça pour qu'elle puisse recommander à quelqu'un d'autre éventuellement le club si c'était adapté. Et j'étais très étonnée de sa réaction. Presque, j'ai cru qu'elle allait me manger. Alors que j'amenais juste l'information pour qu'elle puisse passer l'information, en fait. Parce que c'est son job de passer l'info si elle recommande à quelqu'un de faire du sport. Tu vois, et ça m'a un peu bousculée. Je me suis dit, mais attends, on est où là ? On n'est pas dans la cour de récré. Je veux dire, on n'est pas en train de faire un concours de celui qui a raison, tu vois. Moi, j'arrivais juste avec une information pour d'éventuels autres patients qui avaient la même problématique que moi. Le but, c'était pas du tout qu'elle se sente mal, c'était pas du tout de la rabaisser. Genre, elle est pas coach sportive, donc au pire, c'est pas son boulot, tu vois, de connaître tous les sports de tous les clubs de sport de la ville. Donc au pire, on la pardonne, quoi, tu vois. Mais non, elle a sorti son ego ou je sais pas quoi, et elle a commencé à me dire que elle l'avait dit, que j'avais qu'à me renseigner, que... Je dis, oh là 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 là... mais lol, le médecin, l'ego. Ouais, mais exactement, l'ego en fait. Et c'est pareil avec ce que je disais tout à l'heure. Certains diagnostics, t'arrives, tu vois, tu ressens qu'il y a un truc pas net à l'intérieur de toi, tu ressens qu'il y a un fonctionnement bizarre à l'intérieur de toi, tu ressens que t'as des difficultés que les autres n'ont pas l'air d'avoir, comme je le mentionnais avant. Et en fait, tu te retrouves à presque devoir te défendre d'avoir ces trucs-là et de devoir mériter qu'on s'y intéresse et d'avoir une explication en fait. Et ça, je trouve ça bizarre en fait, parce que de base, le but c'est quand même de trouver un apaisement quand tu vas chez le médecin. C'est pas de devoir faire une thèse sur tes symptômes pour le convaincre du bien fondé de traiter ta situation. En fait, t'es pas un entretien d'embauche, tu vois. Donc, tu vois, moi, je trouve que il y a un truc un peu difficile là-dedans, et en plus, il n'y a pas vraiment de solution à ça, parce que ça va vraiment dépendre de sur qui tu tombes. Il y a des médecins qui sont très à l'écoute et tout ça, mais on n'a pas tous le luxe de pouvoir choisir le médecin qu'on va voir, parce qu'il y a des zones où il n'y a pas beaucoup de médecins, il y a des zones où les médecins ils sont surchargés et tout ça, et donc t'as pas forcément la possibilité toujours de changer. Tu vois, moi par exemple l'année dernière, franchement j'avais moyen la possibilité de changer de médecin, quoi.
Donc pour le coup, c'est dommage en fait d'être dans ces débats-là. Alors après, heureusement, ils sont pas tous comme ça. Franchement, il y a des médecins, c'est vraiment des professionnels extrêmement consciencieux et vraiment à l'écoute et tout ça. Et c'est trop cool. Par exemple, mon médecin actuel, vraiment, elle est géniale. Mais tu te dis, c'est quand même interpellant sur la manière dont on voit actuellement la maladie et la maladie au sens large, quoi, et les dysfonctionnements, et les syndromes, et les neuroatypies, et tout ce que tu veux, quoi. Je trouve ça un peu inquiétant, en fait. Du coup, alors moi j'avais proposé aussi de parler d'organisation parce que justement on est pile dans le thème de comment on s'organise, etc. Et comment, pour le coup, peut-être moi je peux partager quelques pistes de comment moi je m'organise, puisque finalement ça va un peu avec le bouquin, tout en étant dans cette zone de flou, etc. Mais je pense que ça, en fait, ça peut parler à plein de gens. J'avais déjà fait un épisode sur l'hyperfocalisation que j'avais mis sur YouTube, et il y a quelqu'un qui avait commenté cet épisode en disant que ça avait été hyper riche et que j'expliquais super bien par rapport à d'autres vidéos. Et ça m'avait vachement interpellée parce que moi, j'expliquais juste ma perception des choses à moi, et du coup, ça m'a envie de donner un peu plus de ma perception aussi, et de mes retours d'expérience en fait sur les situations que je peux rencontrer parfois. Et donc c'est comme ça où j'en suis venue en fait du bouquin qui donne des stratégies d'organisation à ma situation à moi et à mes stratégies d'organisation à moi. Donc moi j'ai parlé pas mal déjà des checklists et tout ça, enfin c'est des choses que j'ai déjà abordées. Il y a un des trucs, notamment dans le bouquin, qui parle de checklist aussi. Il y a un autre truc qui est super intéressant et qui marche un peu avec des checklists, c'est... alors il y a deux choses en fait. La première chose, c'est pour gérer tout ce qui est ménage et tout ça. C'est super intéressant, si vous connaissez pas, ça s'appelle Fly Lady. C'est une méthode en fait qui permet de toujours avoir sa maison rangée. Bon, en vrai, c'est une très mauvaise démonstration parce que c'est le bazar là. Mais normalement ça marche. Et en fait, je pense que c'est une méthode qui est hyper intéressante, et d'autant plus quand on a un trouble de l'attention, parce qu'en fait, ça utilise un chrono et des checklists. Donc en gros, l'idée c'est juste de s'y mettre sans trop réfléchir, et c'est pas très compliqué à mettre en place. L'intérêt c'est de mettre en fait, c'est d'avoir des routines qu'on fait tous les matins, tous les après-midi si on veut, et tous les soirs. Alors en vrai, la méthode elle est américaine, donc elle est adaptée à une nana qui vit dans une grande maison américaine, dans je sais pas quelle ville. Bien sûr que quand on a un petit appart, c'est pas obligé d'être aussi conséquent que d'avoir une routine pour le midi, et une routine pour le soir, et une routine pour le matin. Mais c'est intéressant. En fait, l'idée, c'est que... alors, le premier fondement du truc, c'est de toujours s'habiller avec des chaussures. C'est pas bizarre dit comme ça, mais on se lève le matin, on se lave, on s'habille, on fait son truc, mais on met des chaussures. On reste pas en tongs ou en pantoufles ou je sais pas quoi, parce qu'elle dit qu'en fait ça donne une dynamique, et effectivement tu bouges beaucoup plus quand t'as des baskets lacées aux pieds que quand, ou des talons hein, si tu veux faire ton ménage en talons, que quand tu as des pantoufles ou des tongs que tu perds quand tu marches. Très clairement, ça c'est le premier truc. Mais surtout, donc la méthode elle se fonde sur des checklists que tu as et qui te permettent de savoir quoi faire, et t'as juste à cocher les trucs et tout. Et puis, donc dans les tâches de la checklist, il peut y avoir par exemple, un des trucs qu'elle propose, c'est de nettoyer ses toilettes. Donc, quand t'as fini de t'habiller et tout, tu bois ton petit café, tu fais ton petit truc, et après tu vas nettoyer tes toilettes et ton lavabo. En vrai, ça paraît bête, mais nettoyer ses toilettes, c'est l'esprit libre quand les gens veulent aller aux toilettes chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je sais pas si c'était déjà arrivé, mais t'as un pote qui rentre de je sais pas où, il se pointe boire un café chez toi, et puis là il va aux toilettes, et en fait, toi, comme t'avais pas prévu que le pote arrive, tu n'as pas à laver tes toilettes, tu vois. Ce moment embarrassant n'existe pas si tu fais ce truc-là. Bon, après, c'est pas forcément embarrassant pour tout le monde, mais moi, ça m'embarrassait, tu vois. Et depuis que je fais ce truc-là, je ne suis plus embarrassée par ça. En même temps, j'ai pas de pote qui est venu depuis que j'ai recommencé ce truc. Donc, l'un dans l'autre, c'est aussi normal que j'ai pas été embarrassée. Mais si j'avais dû l'être, je ne l'aurais pas été. Ensuite, il y a un des trucs qu'elle propose aussi, c'est de faire ton lit quand tu te lèves le matin, parce qu'elle dit que quand tu fais ton lit, quelque part, tu te mets déjà en action et tout. Alors ça, en vrai, moi je le fais de la majorité du temps, mais je le fais pas toujours. Mais je vois pas la différence. Mais bon, je pense que c'est chacun son truc. Après, elle te parle aussi de quand tu
quand tu te lèves et quand tu te couches, de faire ta vaisselle en fait, de manière à ce que ton évier soit toujours propre quand tu arrives devant ton évier le matin et le soir. Alors, effectivement, ça c'est un truc, si juste tu te résous à faire ton évier tous les soirs, déjà ça te change la vie parce que t'as pas de vaisselle qui traîne dégueulasse dans ton évier quand tu te lèves le matin et que tu prépares ton café, tu vois. Ça, c'est vrai que c'est un truc quand même qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant là, dans le fonctionnement de cette méthode, parce que je vais pas te faire toute la liste de tâches ménagères, ça sert à rien. Ce qui est intéressant dans le fonctionnement de cette méthode-là, c'est que l'idée, c'est de faire des petites choses qui vont te prendre peu de temps, mais tous les jours. Et du coup, tu mets ton timer, et en fait, moi, je me suis rendu compte, par exemple, un truc que je déteste, c'est d'étendre mon linge. C'est un truc que je déteste vraiment beaucoup, mais en fait, ça prend genre 5 minutes. Et depuis que, du coup, j'ai chronométré que ça prenait 5 minutes, c'est depuis ce temps-là que je le fais quand mon café coule, parce qu'en fait, ça prend à peu près le temps que la machine préchauffe, que j'appuie sur le bouton et que ça lance le café. Et du coup, ça dédramatise vachement, et du coup, tu sais que t'as le temps de le faire pendant que tu fais ton café, et du coup, bah tu le fais en fait par défaut, comme quand tu te brosses les dents, ou comme quand tu te douches, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais le fait de l'empiler, et là on revient sur l'empilement des habitudes, le fait d'empiler ça avec autre chose fait qu'en fait tu te poses plus la question, tu le fais et c'est tout. J'avoue que pour la vaisselle, ça me changerait la vie, la flemme intersidérale de mon côté, et la pénurie des fourchettes, c'est la loose. Ouais, mais justement, tu vois, le fait de faire tous les soirs, en fait, tu le fais et c'est tout. Le truc qu'il y a, c'est que dans les troubles de l'attention, mais aussi pour les autres personnes, c'est que tu peux pas te motiver. En tout cas, tu peux moins facilement te motiver puisque tu n'as pas ce truc de déjà anticiper la satisfaction d'avoir fini. Et donc, du coup, comme tu ne peux pas te motiver, en tout cas, comme tu peux moins te motiver moins facilement, le fait d'avoir automatisé la tâche dans ta tête et que ce soit quelque chose où tu te poses plus la question fait qu'en fait tu n'as plus besoin de cette motivation, fait que tu vas le faire. Et c'est comme te brosser les dents, c'est pareil en fait. Te brosser les dents, c'est un truc que normalement tu as l'habitude de faire. Si t'as pas l'habitude, peut-être que tu dois te forcer tous les jours à te brosser les dents, mais disons que ça demande pas un effort de ouf. C'est pas quelque chose qui te prend 105 ans à décider d'aller te brosser les dents, quoi, normalement. Donc du coup, de ce fait-là, en fait, c'est assez pratique d'avoir des routines et des habitudes comme ça, parce que ça te permet de pas jouer sur ta motivation. C'est la même chose aussi que quand tu te mets à un sport, les 3 premiers cours, les 4 premiers cours, tu galères à y aller parce que t'es pas motivé et t'as pas envie et tout. Et puis après, au bout d'un moment, tu prends l'habitude. Et puis quand tu te pètes la cheville, toute ressemblance avec une situation connue serait purement fortuite, n'est-ce pas? Quand tu te pètes la cheville, bah tu continues à y aller en te disant bah si j'y vais plus, le problème c'est que je vais perdre l'habitude. Donc j'y vais et je ferai faire du sport sur la chaise, mais j'y vais. Parce que si j'y vais plus, après, il va falloir que je me réhabitue à y aller, il va falloir que de nouveau je fasse des efforts pour y aller, et c'est galère. Donc c'est un peu ça l'idée de Fly Lady, donc t'as des routines fixes le matin et le soir et l'après-midi si tu veux. Donc dans ta routine, t'as le truc de l'évier, t'as les toilettes, t'as d'autres trucs comme ça. T'as aussi désencombrer la pièce, enfin des trucs comme ça. Mais en fait, la principale force de ce truc-là, c'est déjà la répétition et la routine. Et d'autre part, c'est le côté où en fait tu mets un timer. Et donc tu mets ton timer sur, je sais pas, disons 15 minutes. Et t'arrêtes quand les 15 minutes sont passées. Où que tu sois arrivé dans ton désencombrement, si les 15 minutes sont passées, c'est fini. Et c'est fini jusqu'au soir, enfin jusqu'au lendemain selon ta routine à toi, mais en gros c'est fini. Et ça fait qu'en fait, c'est devenu moins... t'as moins besoin de motivation en fait pour passer à l'action. Une autre chose aussi qui marche bien dans cette méthode-là, c'est que elle a découpé ta maison ou ton appartement en zones. Et donc, comme c'est découpé en zones, tu sais jamais trop quelle zone ça va être, sauf quand tu le vois sur ta feuille ou sur ton journal de bord ou sur ton appli. Et donc, du coup, par exemple, moi, la zone chambre à coucher, c'est tout seul, mais j'ai la zone bureau qui prend aussi ma table à manger, j'ai la zone cuisine et salle de bain, je crois, et j'ai la zone dehors avec l'entrée. Et en fait, du coup, il y a un peu un jeu de, là, cette semaine, c'est telle zone, la semaine prochaine, c'est telle autre zone. Et du coup, ça change, en fait, ce truc-là. C'est une partie qui change. Et donc, c'est au final un peu gamifié parce que tu sais que la semaine prochaine, ce sera tel truc, la semaine d'après, ça sera tel truc, mais tu le découvres plutôt au moment... Enfin, la méthode, elle est conçue de manière à ce que tu le découvres plutôt
au moment où tu arrives dans la zone en fait. C'est-à-dire souvent ça marche avec un groupe Facebook ou avec une appli, donc c'est pas toi qui dois dire ah bah la semaine prochaine ça va être la cuisine, c'est le truc qui te le rappelle tout seul. Du coup moi j'ai une application que j'ai trouvée qui est cool pour ça, qui s'appelle Failady Plus. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait, j'ai des checklists. Ah, je sais pas si ça passe. Ouais, ça passe. J'ai des checklists que je peux ouvrir. Et dans mes checklists, c'est des checklists qui reviennent en fait. Et donc dans les checklists, j'ai la routine de chaque truc. On voit rien du tout. Ah voilà. La routine de chaque truc avec des... Ah, ça veut plus le faire, la mise au point. Bon, c'est pas grave. Bref, c'est des cases à cocher, quoi. Hein. Donc avec chaque action. Et en gros, tu coches au fur et à mesure sur ton appli. Et donc le lendemain, ça se remet à 0. Donc en fait, tu recoches à chaque fois. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, tu sais où t'en es dans tes routines, tu sais où t'en es dans tes trucs. Et t'as pas besoin à chaque fois de refaire les listes, quoi. C'est un peu pénible. Et donc, en plus de ces listes-là, tu as les zones. Donc par exemple, cette semaine, c'est la zone d'entrée et la zone de cuisine. Et donc, dans chaque liste de zone, tu as aussi des tâches spécifiques. Par exemple, dans la zone de cuisine, il y a vider et nettoyer le frigo. Il y a aussi, par exemple, nettoyer le micro-ondes, nettoyer le four, ranger les tiroirs. Mince, c'est en anglais. Essuyer les murs, enfin les trucs de doigts sur les murs. Essuyer les poignées des armoires, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, les zones, elles reviennent, enfin, elles tournent. Donc, ces actions-là, si tu les loupes cette semaine, bah tu les reverras pas avant, je sais pas, dans un mois, disons. Donc en fait, l'idée c'est de faire au fur et à mesure pour éviter de faire des nettoyages de printemps, je sais pas, 2 fois par an, et d'avoir sinon le reste du temps les poignées de porte dégueu. Salut Bob, bienvenue. On parle de gamification de ménage, si ça t'intéresse. Ouais, c'est ça, c'est un peu une gamification comme dans les Sims en fait. Donc ça te permet de faire des zones au fur et à mesure et surtout en fait ça te permet de pas te poser la question c'est quoi les tâches que tu dois faire. Parce que personnellement, nettoyer les poignées de mes tiroirs, je le fais pas. Si ça apparaît pas dans la liste, je vais pas le faire, tu vois, je vais pas y penser. Donc, aspirateur simulator. Non, Bob, on parle de la méthode Fly Lady, donc qui est une méthode pour faire du ménage en fait un petit peu tout le temps et du coup pas devoir te charger mentalement. Enfin, grâce à des outils, en fait, tu dois pas le faire en te demandant ce que tu dois nettoyer ou quoi, tu vois. T'as des checklists, je suis pas sûre de pouvoir te montrer, mais... Ah voilà, c'est quand je le penche en avant. En fait, t'as des checklists récurrentes sur une appli, et du coup, tu peux refaire tes checklists. Donc, ta maison est divisée en zones, et donc tu refais tes checklists au fur et à mesure. Et ça te permet de pas devoir te poser la question de ce que tu vas nettoyer, ni combien de temps, parce qu'en fait, du coup, comme t'as ton chrono, bah tu fais 15 minutes, et puis voilà, après tu passes à autre chose, et puis le lendemain, tu referas 15 minutes, et au bout de la semaine, normalement, t'es arrivé au bout de ta zone. Si c'est pas le cas, bah tu le fais le week-end, ou je sais pas, tu te débrouilles. Ou alors tu gardes tes poignées de tiroir sales, et puis tu te dis que le mois prochain, ça ira bien. J'en sais rien, mais enfin, dans tous les cas, l'idée, c'est que ça soit plus facile à gérer, au quotidien. Donc ça peut être intéressant, parce que comme je le disais, ça sollicite pas vraiment la motivation, c'est-à-dire qu'une fois que t'as l'habitude de caser ta routine du matin, ta routine du soir et disons ta routine de zone le samedi, bah en fait tu le fais tout le temps comme ça. Donc quelle que soit la pièce que tu vas faire, bah ça va toujours être la même chose en fait. Moi c'est le week-end tout le temps. Bah oui, moi aussi en fait, c'est plutôt le samedi, mais du coup le samedi c'est plus les tâches de zone et la semaine c'est plus mes routines comme je disais, donc désencombrer, ranger un peu le bazar, nettoyer les toilettes, nettoyer la vaisselle. Donc tous ces trucs là qui sont un peu plus... Enfin que tu es obligé de faire au quotidien en fait, parce que si tu laisses ta vaisselle pendant une semaine dans ton évier, au bout d'un moment ça sent plus très bon, donc... Et puis comme disait Solène, le problème c'est qu'après t'as plus de fourchette, donc il faut quand même faire la vaisselle un peu souvent. Et donc cette méthode là te propose de la faire tous les soirs et ou tous les matins. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et puis le deuxième truc aussi, que moi j'ai conscientisé de faire, et Solène on en a déjà parlé ensemble, c'est de planifier mon temps sans le planifier, c'est-à-dire que j'ai un assistant qui s'appelle Riclem qui me planifie mon emploi du temps et qui pense à ma place. Mais la magie de Riclem, c'est pas uniquement qu'il mette les choses au bon endroit dans mon agenda et tout, quoique ça c'est déjà magique en soi, mais surtout ce qui est magique c'est qu'en fait je me suis tellement
casser la tête avec mes planifications de trucs et de machins, que j'ai un système qui est synchronisé avec Reclaim et qui permet, quand je pense à un truc, par exemple, ah zut, je dois nettoyer tel truc, ou bien ah zut, je dois acheter tel truc, je le mets dans mon truc de to-do list et ça se met tout seul dans mon agenda, là où j'ai un moment. Et du coup, ça me permet de pas devoir réfléchir, c'est quand que je vais y aller, ah mais je suis pas motivée à y aller. Et là, c'est pareil, on est sur un système qui fonctionne pas avec ma motivation. En fait, comme le truc me dicte quand je dois faire les choses, j'ai pas besoin de me motiver à le faire. Juste, je le fais quand il me dit de le faire. Si je le fais pas pour X ou Y raison, je le supprime de mon agenda. Du coup, Reclaim va le reprogrammer à un autre moment. Ou alors, je peux aussi le déplacer moi-même dans mon agenda. Mais du coup, Reclaim va le déplacer à un autre moment, si jamais je le supprime. Et du coup, juste, je l'ai pas fait et j'ai fait autre chose, en fait. Et donc, ça me permet aussi de pas avoir besoin de ma motivation pour programmer mes tâches et pour faire mes tâches. Donc, c'est une autre manière de faire. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter là-dessus ? Je regarde un peu. Oups. Ouais, alors du coup, aussi un autre truc. Par exemple, pour les rendez-vous, moi je note tous mes rendez-vous au fur et à mesure dans mon agenda. C'est-à-dire que si, par exemple là, demain j'ai un rendez-vous pour ma cheville, donc j'ai pris un rendez-vous chez l'échographe, oui c'est comme ça qu'on dit, l'échographiste, je sais pas, le mec qui fait les échographies. La dame m'a donné le rendez-vous, je le rentre tout de suite dans mon agenda. Et de fait, tu l'oublies pas en fait. Et tout ça, c'est des trucs, en fait, où, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que, en fait, je fais tellement ça, parce que je sais que si je le note pas, je vais l'oublier, et demain, je serai peinard dans mon lit à l'heure du rendez-vous, que, finalement, c'est compliqué de savoir si réellement t'as un dysfonctionnement de la fonction exécutive, en l'occurrence, ou si, en fait, t'as juste une bonne organisation. Mais il y a quand même des indices. Non, c'est pas radiologue, Bob, c'est l'échographie. L'échographe, je crois qu'on dit. Je sais pas. Bon, bref. Donc, c'est. Du coup. Qu'est-ce que je disais ? Oui, du coup, c'est pas évident de savoir, en fait, la frontière entre c'est quoi qui est de l'ordre du dysfonctionnement et c'est quoi de l'ordre du dysfonctionnement que t'as compensé et c'est quoi qui est de l'ordre du bah non, en fait, tout roule. Le seul indicateur qui peut faire ça, c'est finalement l'intensité de l'inconfort que tu as et éventuellement la récurrence avec laquelle tu dois compenser certaines actions. Par exemple, je pense que les gens lambda ne s'organisent pas au poil sur leur emploi du temps. Je connais pas beaucoup de personnes qui rentrent son emploi du temps détaillé sur son calendrier, en fait. Moi, c'est un truc que je fais parce que ça m'aide à me rendre compte du temps que je passe sur certaines tâches et de ce que j'ai fait de la journée, surtout parce que moi, il m'est déjà arrivé en fin de journée de pas pouvoir dire ce que j'avais fait de la journée. Tellement j'étais dans un tunnel, du début à la fin de la journée, j'ai continué dans le tunnel. Du coup, le fait d'avoir un agenda qui me sert aussi de dead list fait que je peux savoir à la fin de la journée ce que j'ai fait et être satisfaite de ce que j'ai fait. Bob. Le radiologue est un médecin spécialiste des techniques d'imagerie médicale. Cliché, radio, échographie, scanner et IRM. Oui, alors le radiologue, ok. Le radiologue. Donc voilà, je pense que pour le coup, c'est là où il y a aussi quelque part une norme qui régit ce qui est normal et ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement finalement, parce que c'est compliqué de dire autrement qu'en ayant des références externes ce qui est problématique et ce qui l'est pas. Et via l'agenda, ça garde une trace très pratique pour se rappeler les trucs. Ouais, tout à fait. Par exemple, quand je dois facturer des clients, l'outil que j'utilise pour regarder quand est-ce que j'ai presté chez les clients, c'est mon agenda. Je vais regarder dans mon agenda, c'est sur ça que je vais voir si par exemple j'ai des relances à faire, etc. C'est sur ça que je vais voir si j'ai bien fait les 6 heures qu'on me demande de faire sur le mois. C'est ça que je vais... Enfin, vraiment, moi j'utilise beaucoup mon agenda. D'ailleurs, j'en ai un sur mon téléphone, j'en ai un sur mon ordi. Et avant, j'étais sur le papier, mais en fait, le papier, tu peux pas l'automatiser. Donc, c'est pour ça que moi, je suis sur du truc digital. Et vraiment, c'est quelque chose qui, moi, me sert au quotidien. Aussi à me repérer dans le temps, finalement, parce qu'il n'y a pas que l'aspect... Il n'y a pas que l'aspect rendez-vous médicaux, en fait, ou rendez-vous tout court. Il y a aussi l'aspect où j'ai un petit pointeur là où on est dans la journée. Et ça me dit quelles sont les actions encore à faire et où on en est dans ma journée. Donc ça, c'est un truc aussi important, c'est que ça me permet de me repérer dans le temps.
Un autre truc qu'on n'a pas évoqué avec le trouble de l'attention aussi, mais on l'a déjà évoqué dans d'autres lives, je crois, ou en tout cas, je l'ai déjà évoqué avec certains d'entre vous, c'est l'idée d'être dans une attente. C'est-à-dire de ne pas pouvoir faire autre chose comme occupation parce que tu es en attente de quelque chose, d'un rendez-vous, etc. Par exemple, demain, j'ai mon rendez-vous à 10h30. Je sais que je ne pourrai pas travailler entre 9h et 10h30. Je vais pouvoir faire du rangement, des trucs comme ça oui. Mais je ne vais pas pouvoir me mettre devant mon ordinateur et travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement spécifique aux troubles de l'attention, c'est que tu te mets dans un truc où tu sais que si tu te mets à travailler, tu vas être coupé. Et donc, comme ça te coûte un effort de te motiver à le faire, bah, en fait, t'attends. Et donc, t'es dans une attente. Et le truc, c'est que c'est pas très pratique parce que la durée dépend, en fait, des rendez-vous, de comment t'apprends le rendez-vous et tout ça. Mais c'est pas très pratique parce que tu peux pas te lancer dans quelque chose. C'est-à-dire que si t'essayes de te lancer, tu vas juste être distrait et pas attentif et tu vas pas arriver à faire ce que tu as envie de faire. Et c'est extrêmement embêtant, en fait. Parce que t'imagines, bon là, 1h30 en vrai, il y a peut-être moyen que je fasse un truc, mais disons qu'à partir de 10h jusqu'à 10h30, si je suis pas déjà dans une activité, je pourrais pas entreprendre une autre activité. Et ça, c'est extrêmement... en fait, ça fait partie de la fonction exécutive et du fait de pas arriver à se mettre dans un truc. Et alors, il y a aussi l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que si par magie, j'arrive à me mettre dans un truc à 10h, alors que j'ai mon rendez-vous à 10h30, je risque très fortement d'être à la bourre à mon rendez-vous de 10h30 parce que je serai tellement absorbée dans la tâche que j'ai commencée que, en fait, je vais voir l'heure, tu vois, je vais voir qu'il est 10h, qu'il est 10h10, qu'il est 10h20, mais je vais juste être là et me dire « Ouais, mais attends, je finis ma réflexion. » Et en fait, comme tu pars tellement dans tous les sens, tu réalises pas que le temps passe. Et du coup, t'estimes pas suffisamment bien le laps de temps qu'il te faut pour être à l'heure. Et du coup, bah en fait, t'es pas à l'heure. Alors moi, mon garde-fou, encore une fois, c'est mon agenda. C'est que j'ai les notifs en fait de mon agenda qui vont sonner et tout ça, et au bout d'un moment, bah, faut bien te canaliser, tu vois. Mais en fait, c'est hyper compliqué. Et du coup, bah, ça fait qu'en fait, souvent, je préfère partir et être à l'avance, mais au moins, j'y suis déjà, et au pire, je serai pas en retard, plutôt que de rester chez moi, d'attendre et de rien pouvoir faire, et de prendre le risque de me trouver une occupation autre qui va m'absorber, et qui va faire qu'après, je vais être en retard. Sacré truc. Merci, j'ai des factures à envoyer et j'avais zappé. Bah écoute, c'est un plaisir. Moi j'ai eu ça la dernière fois, un client qui me dit, un collègue qui me dit ah bah j'ai été payé de machin. Ah bah oui, bah j'ai pas été payé de machin depuis 3 mois. Et c'est parfois on se rappelle de choses comme ça, au détour d'une conversation finalement. Ben voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous raconter pour ce soir. Je sais pas si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, des choses à rajouter ou à redire ou à... Enfin, voilà. Je vais vous raconter une petite blague en entendant votre intervention. Bob, tu recommences les streams. Comment te dire? Alors, non, pas spécialement. En fait, c'est parce que je présentais ce bouquin que j'ai reçu des éditions Albin Michel. Et je me disais que c'était une super occasion de parler un peu de troubles de l'attention, parce que j'en parle pas vraiment dans le podcast et tout ça. Donc, je trouvais que c'était chouette d'en parler, mais de base, j'avais pas forcément l'intention de recommencer les streams. Mais bon, si c'est intéressant et si vous y avez trouvé des choses intéressantes, why not en fait. Mais par contre, ça sera sûrement moins structuré que ce que je pouvais faire avant, à savoir des épisodes de podcast et tout ça, parce qu'en fait, j'ai envie de connecter. J'ai envie de connecter avec des gens, j'ai envie de parler de trucs un peu sans trop de cadre, etc. J'ai l'impression, en sujet construit, d'avoir fait le tour de la question avec le podcast. Donc là, je suis en grosse réflexion sur ce que je vais vous raconter dans les prochains épisodes, parce que le podcast va recommencer, j'aime bien, donc on va en refaire. Mais il va peut-être changer de format ou de thème, ou je sais pas encore, j'ai pas encore trop réfléchi, j'ai pas vraiment eu le temps en fait. Mais du coup, le stream, c'était un moyen quand même de me remettre un petit peu derrière mon micro et de raconter des trucs en fait, et de refaire un peu une espèce de mise à jour aussi, montrer que j'ai toujours envie, etc. Enfin voilà. Donc je sais pas si je vais recommencer. Je sais pas non plus s'il sera en replay. J'ai pas réfléchi à la question. Et je pense qu'il sera sur YouTube dans tous les cas, puisque souvent je les mets sur YouTube, les replays de Twitch.
Mais je ne sais pas si je vais le laisser sur Twitch ou pas, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Bien cool, tu m'as donné envie de lire le bouquin. Bah ouais, tu vois, enfin, en vrai, il est cool, hein. Enfin, si tu te sens concerné ou si t'as l'impression qu'il y a des choses qui peuvent t'aider, franchement, je trouve que le bouquin est bien foutu. Et comme je te dis, c'est vraiment du génie d'avoir utilisé une mise en page hyper allégée pour le public cible qu'elle a. En fait, c'est hyper sensé, quoi. Enfin, franchement, j'aurais pas trouvé mieux. Et enfin, je sais pas si c'est conscient de sa part ou pas, mais je trouve que c'est extrêmement ingénieux et ouais, enfin franchement moi je sais tout de suite, le premier truc que j'ai remarqué c'est ça, quoi, c'est ah bah tiens elle a fait pas beaucoup de pavés et tout, mais voilà, mais après non je le trouve cool et puis je le trouve en fait c'est un bon rappel aussi, même quand t'as pas de problème de trouble de l'attention, de pouvoir un peu regarder ce que traversent les personnes qui en ont et tout ça. Après, comme je disais, faut pas tomber dans l'autodiagnostic douteux de se dire bah ouais, c'est vrai que je suis quand même fatiguée en permanence, c'est vrai que j'ai du mal à gérer mes émotions, c'est vrai que j'oublie parfois mes clés à l'intérieur de chez moi, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'en fait, dans tout ce qui est diagnostic comme ça, mentaux, c'est. Enfin, je veux dire, à part les trucs un peu comme les troubles borderline, les dépressions, les choses comme ça, qui sont des maladies extrêmement spécifiques, je trouve que c'est très compliqué en fait quand on a des fonctionnements différents de savoir si en fait on a réellement le fonctionnement qui est différent ou si c'est juste une idée parce qu'en fait on n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a quand même beaucoup d'entre-deux et de nuances. Et ça fait que tu peux trouver des traits d'à peu près tout dans à peu près tout le monde, quoi, finalement, si tu cherches un peu. Et donc, c'est pas forcément simple, en fait, de savoir si t'es concerné ou pas. Mais bon, après, comme moi je dis toujours, je trouve que le diagnostic, tant qu'on parle pas d'une maladie, hein, tant qu'on parle d'une atypie, par exemple, je trouve que le diagnostic, il est aidant dans le sens où il permet de mettre des mots sur une souffrance qu'on peut avoir si on n'en a pas encore mis. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir comment tu trouves des compensations et des espèces de quick fix à des problématiques que tu peux avoir, tu vois. Parce que dès lors que tu peux trouver des compensations et des quick fix, finalement, bon, on s'en fout de quel est le diagnostic au final, si c'est pas quelque chose qui se traite, de toute façon, une fois que tu as identifié la problématique que tu as, tu vois, moi c'est pareil, en fait, si je vois un psychiatre et que finalement il me dit, bah non, en fait, vous avez rien, ou vous êtes, vous êtes hyper typique en termes de fonctionnement, bah en fait, moi je sais que j'ai les problématiques que j'ai, donc j'ai déjà des solutions à ça. Le diagnostic va rien changer pour moi, à part qu'il va potentiellement m'amener une reconnaissance de certains droits que actuellement j'ai pas, parce que je n'ai pas de diagnostic. Mais c'est absolument tout en fait. Donc le chemin est juste plus long si tu n'as pas le diagnostic que tu penses devoir avoir, parce que bah, tu dois soit faire un deuil de quelque chose, soit bah, chercher un autre professionnel qui peut écouter et qui peut statuer. Mais en tout cas, statuer enfin, avec plus d'informations que juste les stéréotypes habituels. Et c'est peut-être là toute la difficulté. Et en fait, je trouve que ce bouquin, dans un sens, est très bien, et dans un autre sens, c'est un peu dramatique, parce que elle passe très vite sur le côté, bon, bah, trouver un diagnostic, voilà, trouver un psy qui peut te diagnostiquer, c'est extrêmement compliqué. Et d'un autre côté, c'est la pire phase, parce qu'en fait, tant que t'as pas de diagnostic, tu sais que t'as un problème, mais tu sais pas quel est le problème. Et les gens, en gros, te disent que t'inventes ton problème. Et je trouve que c'est pas simple à gérer. Ben, c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir une étiquette et qu'on sache ce qui t'arrive. Parce que de toute façon, ça change rien en termes de symptômes. Je veux dire, les symptômes, que t'aies un diagnostic ou pas, tu les as, les symptômes, tu vois. Donc je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de pas avoir d'étiquette et de savoir qu'il y a un truc qui cloche, mais que tout le monde te dise non, non, ou te juge de manière hyper rapide en te disant, bah, comme je disais, bah non, t'as pas de trouble de l'attention parce que tu m'interromps pas. Super argument, merci beaucoup, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile ça que quand tu as un diagnostic. Ben, tu vois, je vais faire l'analogie avec mon genou, mais au début, j'avais pas de diagnostic et au final, les médecins me disaient oui, c'est dans votre tête, vous inventez la douleur et tout, machin. Et puis finalement, à la scintigraphie, quand il y a eu quelque chose, ben moi j'étais hyper soulagée parce que quelque part, il y avait une preuve que c'était pas moi qui m'inventais des douleurs, quoi, tu vois. Et c'est pareil, en fait. À partir du moment où quelqu'un d'autre, te reconnaît des difficultés, te reconnaît une cause de ces difficultés,
c'est beaucoup plus facile d'arriver à faire le deuil de ça et d'arriver à mettre en place des choses que quand t'es tout seul dans ton coin en train d'essayer de te démener pour trouver des solutions et qu'en fait, personne te reconnaît ça parce que, selon eux et leurs stéréotypes, non, tu n'es pas dans les cases. Hop, je vois que t'as parlé, Solène. Je vais donc regarder ce que tu as dit, si j'y arrive. Je suis curieuse du sujet et grande découverte pour moi est l'hyperactivité mentale, j'en avais aucune idée. Moi non plus en fait, avant de lire son bouquin, j'avais aucune idée que l'hyperactivité pouvait effectivement être mentale et pas uniquement physique. Je côtoie pas mal d'étudiants dans une des écoles où j'interviens et je trouve ça intéressant d'améliorer mes connaissances sur la psychologie en général pour mieux savoir comment les accompagner. Mais comme en général, j'ai l'impression que les gens s'habituent à tout, peut-être que la personne ne se doute pas qu'elle a vraiment un truc. Mais en fait, c'est un peu ça aussi, c'est que tu vis... Enfin, je veux dire, j'en discutais avec mes parents hier au téléphone et on discutait de ça. Et je disais, en fait, tu vas jamais arriver chez le psychiatre et dire, voilà, j'ai tel et tel et tel et tel problème. Parce qu'en fait, tu vis avec toi-même. Donc de base, tu vas pas identifier ça comme des problèmes. Tu vas l'identifier comme un problème que si la personne va te dire par exemple, bon alors comment vous vous sentez quand vous parlez aux gens, est-ce que vous avez des conversations normales, enfin tu vois, il va te lancer en fait des trucs. Et toi tu vas dire, ah bah oui ça j'ai pas, tu vois, mais enfin de base tu vas jamais te pointer chez un psychiatre et dire, voilà la liste des trucs que je rencontre et qui ne sont pas normaux. Pourquoi tu vas pas faire ça? Parce que en fait tu vis avec toi tout le temps. Donc en fait tu as l'habitude de comment tu te comportes. Et donc à moins que ce soit des vrais sujets et des gros trucs genre à chaque fois en fait je comprends pas ce que les gens veulent me dire et je reconnais pas ce qu'ils ressentent et du coup il y a des malentendus et du coup ça me pourrit la vie machin. Enfin genre rien à voir avec le trouble de l'attention quoi, mais ça pourrait se présenter où par exemple tu dises j'arrive pas à avoir une conversation avec quelqu'un, je trouve ça chiant quoi tu vois. Ça pourrait être un truc qui pourrait être dit. Et pour le coup, ça tu pourrais le formuler. Mais tu formulerais pas forcément la liste complète de toutes les difficultés que t'as, telle qu'on vient de la définir ensemble. Et en plus, on n'a même pas fait le tour, quoi, tu vois. Tu vas pas dire, ouais, et alors à chaque fois je vérifie que j'ai mes clés dans mon sac. Là, moi je te l'ai dit parce que c'est dans le bouquin, tu vois. Mais jamais tu vas dire ça à un psychiatre, en fait. Et donc c'est là où c'est compliqué, parce qu'en fait, lui, à part te poser des questions, il peut pas savoir, mais en même temps, il peut pas te poser des questions sur tout sans rien oublier, parce qu'il est pas à ta place. Toi, tu peux pas penser à tout, et donc finalement, on retombe dans les trucs stéréotypés, ou peut-être que de fil en aiguille, tu vas sortir des trucs qui vont se rapprocher d'un trouble de l'attention, mais en vrai, ou d'autres choses, hein, mais en vrai, c'est extrêmement compliqué parce que toi, tu penses pas forcément à toutes les difficultés que t'as au quotidien parce que aussi, il y a le processus de résilience qui se met en route et qui fait que tu trouves des compensations à ça. Je veux dire, si tu sens que en fait, la conversation ne te passionne pas, tu vas pas attendre que la personne change de sujet. Tu vas lui dire, ah ouais, et puis tel truc, tu vois, et du coup, tu vas moins l'interrompre, et du coup, tes symptômes vont se planquer, et du coup, finalement, on retombe sur la problématique de comment tu sais si c'est un dysfonctionnement ou si c'est un truc normal, en fait, des gens normaux, tu vois. Donc, c'est pas si simple, hein. Clôture du live, voilà, on sait pas. Alors, la blague, oui, la blague, c'est deux sous-marins qui sont dans un arbre et qui mangent des chaises, et puis il y a une autruche qui arrive, et les deux sous-marins disent à l'autruche « Hey, viens manger des chaises avec moi !» Et l'autruche répond « Bah non, je peux pas, je suis dentiste. » Voilà, ça c'était la blague. Ouais, alors Bob, c'est cool, on dirait un podcast en direct. En vrai, j'avais pas prévu de le mettre sur les plateformes, mais ta remarque, tu vois, me pose la question. Ah alors le casque, il est là. Hein. Tu dis, manque que le casque, alors regarde bien. Le casque, il est là. C'est juste que je le mets pas parce que sinon je m'entends parler en double et ça m'énerve. Mais il est là sur mes oreilles. mais ouais, enfin, franchement, je pense que je vais le mettre sur YouTube, le replay, peut-être. Mais après, en vrai, je me dis why not sur Spotify, hein, comme ça les gens peuvent écouter et tout. Voilà, on va voir. Je sais pas encore. Mais écoutez, je vais vous laisser vaquer à vos petites occupations, hein, si vous n'avez